Inondation dans le sud-ouest de la France. La décrue est amorcée, mais le mauvais temps doit continuer demain. L'accident dans le tunnel sous la Manche, les enquêteurs n'écartent pas la possibilité d'un acte de malveillance. À 3 semaines de Noël, visite au rayon des enfants. Les jouets traditionnels résistent bien à leurs concurrents électroniques. Cinéma, Alaska, un film à voir en famille, l'aventure de 2 enfants dans le Grand Nord avec Charlton Heston. Madame, monsieur, bonsoir. Dans le sud-ouest, sur le front des inondations, la tendance est plutôt à la décrue ce soir, mais du mauvais temps est encore malheureusement attendu demain, et notamment de la pluie. Parmi les départements les plus touchés, l'Aude. Certains villages sont isolés. Reportage Léo Lamberton. Coupé du reste du monde, depuis ce matin, pour accéder à Cuxac-d'Aude, il ne reste plus que la barque ou les engins très spéciaux. Dans ce village de 4000 habitants, 300 maisons sont isolées de tout, encerclées par les eaux. Même l'évacuation des habitants pose problème. Ah non, là on est bloqué, non? On ne peut pas faire les courses, on est bloqué avec la voiture et tout. On a reçu surélevé un peu, mais voilà. Je devrais accoucher demain théoriquement. Et bon, je sais pas comment partir pour aller à Narbonne, quoi. Par endroits, l'eau a atteint 1 mètre dans les rues. Et même si les gens ont pris leurs précautions, certains n'ont pu éviter l'inévitable. C'est arrivé hier soir à 10 h, il n'y avait rien. Et ce matin, à 5 h du matin, on a vu déjà des transpires par les pavés. Et ensuite, l'eau est montée jusqu'à ce qu'elle arrive là. Certains quartiers du village ont été moins touchés que les autres. Et dans les endroits encore accessibles, les camions-citernes se relaient, car Cuxac, comme Narbonne, est en partie privé d'eau potable. Combien ça représente pour le quartier de tout? Oui, au total de le quartier qu'on a alimenté là. Là, ça fait 250. Combien? 200? 200 habitants. J'ai fait une machine à laver ce matin. Le linge, il est plein de boue. Ouais, non, c'est pas possible. Cuxac est en fait le village le plus touché par les intempéries. Situé dans les basses plaines, c'est ici que les crues de l'Aude sont les plus menaçantes. Depuis cette nuit, la rivière est à 6,75 m, bien au-dessus de sa cote d'alerte, du jamais vu depuis 20 ans. Le problème, c'est que l'Aude continue à monter, or les digues ne peuvent supporter des crues supérieures à 7 mètres. S'il continue à pleuvoir comme ça, vous voyez le niveau de la rivière, 30 cm de plus. Je crois qu'il faudra sortir tous les bateaux de la commune. Ce soir, Cuxac s'apprête à vivre une 3e nuit d'inquiétude car il n'a pas cessé de pleuvoir de la journée. Ici, tous les moyens sont mobilisés et tout le monde est prêt à évacuer le village si, comme on le redoute, les digues n'arrivaient plus à contenir la montée des eaux. Si l'on fait la carte des départements les plus touchés, elle s'établit ainsi: l'Aude, les Pyrénées-Orientales, le Tarn-et-Garonne et l'Hérault. À Béziers, où les bas quartiers avaient été inondés, dès hier, ce matin, la décrue s'était largement amorcée et les habitants sinistrés commençaient à nettoyer leurs caves et dégager les rues. Dans ce département de l'Hérault, un automobiliste est toujours porté disparu ce soir dans la région de Pézenas, où il s'était aventuré sur une petite route de campagne. À Narbonne, les fortes pluies ont affecté le fonctionnement des stations d'épuration et l'eau potable n'est plus consommable pour le moment. Dans le Tarn-et-Garonne, à Montauban, le Tarn a amorcé sa décrue, mais le maire de la ville demande à ce que sa commune soit classée en zone sinistrée en raison des dégâts causés par la montée des eaux. Muriel Lassaga, Guy Lopez. Nous sommes dans une rue de Montauban, moins de 8 heures après la forte montée des eaux. Cet après-midi, la décrue du Tarn, plus rapide que prévu, a bien sûr entraîné son cortège de désolation. Il y a de la boue partout, là on a brossé avec le balai, tous les vêtements, enfin, tout a flotté, quoi. Comment c'était quand vous êtes arrivé? Je sais pas. J'aurais préféré pas le voir. C'est sûr, plus jeune, on accepte mieux ce genre de catastrophe naturelle. C'est vers 5 heures ce matin que la rivière a franchi la barre des 9 mètres, sans toutefois battre le record inégalé de 1930. La crue lente et progressive n'a surpris personne. Il faut dire que la population a été prévenue dès hier après-midi. Une cellule de crise mise en place à la mairie et à la préfecture est restée opérationnelle pendant toute la nuit. Pas d'effet de surprise donc, mais néanmoins pour certains, une lutte impossible contre l'eau. On l'a déjà vécu en 82 et puis ça recommence. Et puis on ne peut pas enlever un local professionnel de son emplacement. Il y a des gens qui vont dire qu'il faut se remettre ailleurs, mais on ne peut pas faire ailleurs. C'est comme ça, cette boulangerie elle existe ici, c'est ici qu'on a notre clientèle. Et... Dans la nuit, les pompiers ont effectué une centaine d'interventions avec un maillage systématique des quartiers inondés.
La majorité des missions qu'on a eues, c'était des mises en sécurité de biens, donc du calage de meubles ou de machines à laver, congélateurs, etc. Et puis ensuite, quelques mises en sécurité de personnes qui voulaient quitter leur domicile. Dès cet après-midi, la mairie demandait un classement de sa ville en zone sinistrée. D'ores et déjà, il faudra plus de 15 jours de nettoyage pour que Montauban retrouve un visage plus riant. Du très mauvais temps encore dans un département français lointain, celui de la Réunion. Le cyclone Daniela, entraînant des vents de plus de 200 km/h, a juste effleuré heureusement l'île où l'état d'alerte rouge a été levé ce soir. C'est le journal La Voix du Nord qui se fait l'écho ce matin d'une information déjà publiée 48 heures après l'accident du tunnel sous la Manche par un journal anglais, à savoir qu'il pourrait s'agir d'un acte de malveillance. Sur place, depuis 3 semaines, les enquêteurs continuent de recueillir tous les indices possibles sur les causes de l'incendie qui a ravagé, souvenez-vous, une rame convoyant des poids lourds. Anne Mourgue, Dominique Mas. 3 semaines après l'incendie, les enquêteurs tentent toujours de répondre aux mêmes questions. Comment et pourquoi? Ils accumulent les témoignages. Depuis plusieurs jours, ils ont interrogé des dizaines d'employés d'Eurotunnel. Un travail de fourmi. Ils cherchent maintenant à interroger un homme, un chauffeur retourné à son camion juste avant le démarrage du convoi. Il aurait pu apercevoir quelque chose. La police aimerait l'identifier. D'autres questions sont toujours sans réponse. Pourquoi le personnel sur le quai n'a-t-il rien remarqué alors que le feu couvait déjà? Pourquoi les détecteurs de fumée ne se sont-ils pas déclenchés? Le camion, à l'origine de l'incendie, complètement fondu derrière cette bâche, est encore dans le tunnel. Il va bientôt être sorti avec beaucoup de précautions pour ne pas détruire d'éventuels indices indispensables à l'enquête. Une enquête qui, aujourd'hui, comme depuis le début, n'exclut pas un acte de malveillance. On vient d'apprendre à l'instant que l'attentat du RER de mardi soir à la station Port-Royal vient de faire une 4e victime. Il s'agit d'un étudiant marocain d'une trentaine d'années qui était dans la rame qui a été victime de l'attentat, qui était en compagnie d'un autre étudiant marocain qui a été la 3e victime de cet attentat et qui lui était mort vendredi soir. Donc décès ce soir d'une 4e personne dans cet attentat. 5 jours après cet attentat, donc du RER à la station Port-Royal à Paris, le plan Vigipirate est désormais totalement opérationnel. Dans la seule région parisienne, plus de 5000 contrôles ont eu lieu. La police, les gendarmes, les militaires sont présents dans tous les endroits sensibles. Le reportage Valérie Astruc, Pascal Caro. R2, R3, R4, je signale une voiture mal stationnée devant... Veiller à ce que tous les abords du centre commercial soient dégagés, c'est la priorité. En cas d'alerte, pompiers et policiers doivent pouvoir accéder au plus vite. Ces hommes en jaune sont là pour ça, pour repérer aussi d'éventuelles voitures suspectes. Excusez-moi, je vérifie votre sac. À l'entrée du centre, un comité d'accueil. Pour ce premier dimanche d'ouverture, les 70 000 clients doivent en passer par la fouille, obligatoire pour tous. Ouais, moi ça me rassure, mais je suis quand même pas très en confiance. On est ici, on devait aller à la Défense, mais... on a un peu plus peur du côté de Paris qu'ici. Les gens arrivent et ouvrent leur sac d'eux-mêmes la plupart du temps. Il y a pas mal de râleurs aussi, mais bon, ils ouvrent quand même leur sac. Dans la galerie, 8 hommes circulent en permanence. Le centre commercial est en relation directe avec la préfecture de police. Vigipirate oblige. Même branle-bas sur le parvis de Notre-Dame. À l'heure de l'office ce matin, une trentaine de CRS battent le pavé. Vous venez de Paris ou pas? Non, 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 non. Vous venez d'où? Saint-Brieuc. Les fidèles ajoutés aux touristes, Notre-Dame accueille chaque dimanche 50 000 personnes. Les fouilles sont donc minutieuses, sac à main, valises, tout y passe. On se sent plus en confiance en entrant. C'est un peu difficile, pas très sympa, mais c'est nécessaire. Notre-Dame vaut bien quelques contrôles. Dans la capitale, Vigipirate fait bel et bien partie du paysage. Interrogé ce soir par nos confrères de la Première Chaîne, M. Charles Pasqua, ancien ministre de l'Intérieur, a estimé qu'il n'était pas certain que le pire soit derrière nous en matière d'attentats. Il a également accusé certains pays européens d'être un peu trop complaisants vis-à-vis des organisations terroristes islamistes, comme la Belgique, l'Allemagne. Quant à l'Angleterre, dit-il, c'est là que se trouvent tous les dirigeants des mouvements intégristes radicaux. En marge de cet attentat du RER, s'ouvre demain à Paris le procès d'une trentaine d'accusés, membres d'un réseau de soutien logistique à un groupe terroriste venu de France qui
Souvenez-vous, en 1994, s'était lancé dans une campagne d'attentats pour déstabiliser le gouvernement marocain. Un attentat avait même été perpétré à Marrakech. 2 touristes espagnols avaient été tués. Les accusés, qui sont tous d'origine maghrébine, sont issus des banlieues de Paris et d'Orléans. Michel Fine. Ils sont 4. Redouane Amadi, Stéphane Aïtidir, Merzou Gamel, Abdeslam Guerrouaz, 4 jeunes franco-marocains et franco-algériens envoyés au Maroc pour commettre des actions terroristes. Tous ont été condamnés à mort par la cour d'appel de Fès. Demain, le tribunal correctionnel de Paris va juger les autres membres du réseau, une vingtaine de personnes. Parmi elles, Abdelila Ziyad, dit Rachid, l'homme qui les avait recrutés. Abdelila Ziyad est marocain. Il est islamiste, c'est un opposant au régime marocain depuis toujours. Il a quitté le Maroc dans la clandestinité vers 1983 et il a eu un parcours d'exil. L'exil l'emmène en France en 1986. Quelques années plus tard, Ziyad rencontre Redouane Amadi et Stéphane Aïtidir à la mosquée de la Courneuve. Dans un premier temps, il envoie ses nouvelles recrues suivre des stages commando en Afghanistan. En mai-juin 1994, il les fait participer à un entraînement dans cette maison de Bédouins, au pied du mont Ventoux. C'est là que Rachid va leur exposer son projet. 4 groupes devront passer à l'action au Maroc simultanément. Objectif, déstabiliser le pays. Le groupe de Casablanca devait tirer sur des juifs. Celui de Fès devait viser des policiers. Le groupe de Tanger avait pour mission de mitrailler une plage de nudistes. Celui de Marrakech devait tirer sur des touristes. Seul ce dernier groupe, avec Aïtidir et Amadi, remplira sa mission. Lorsqu'ils sont arrêtés, Ziyad est déjà loin, en fuite. Il sera interpellé plus tard en Allemagne, puis extradé. Demain, il sera le seul responsable du réseau face à la justice française. Visiblement, les Français n'ont pas été découragés par les attentats dans leur course de Noël. Il y avait affluence aujourd'hui, malgré tout, en région parisienne, dans tous les magasins qui ouvraient exceptionnellement. Au rayon des achats, eh bien, principalement les cadeaux pour les enfants. Et dans ce domaine, on s'aperçoit que le jouet traditionnel résiste bien à son concurrent électronique. Jean Pézieux, Stéphane Chopin. L'émerveillement des plus jeunes devant les jouets, leur étonnement, c'est à l'époque de Noël le rendez-vous que les enfants ne peuvent pas manquer. Et c'est aussi pour les parents le plus beau cadeau qu'ils leur offrent chaque année. Beaucoup de monde en tout cas cet après-midi dans le quartier des grands magasins à Paris. Il faut dire que les 2/3 des achats de jouets ont lieu en décembre. Traditionnel, la photo avec le Père Noël. Très fréquenté pour les garçons, le stand des jeux électroniques. De plus en plus de foyers s'équipent pour eux en consoles et micro-ordinateurs. Thème favori, le foot et les courses automobiles. Alors t'en as combien chez toi des jeux comme ça? J'en ai plein. Et plein, c'est quoi? C'est 10, c'est 100, c'est une vingtaine. Moi je sais qu'au point de vue manipulation, moi je suis admirative. Hein. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous êtes fixé un budget? Ah oui, oui. Alors combien? Ah bah 1000 francs, enfin on est à plusieurs, hein. On est famille et on se partage déjà le jeu et après les cassettes. Pas démodés, les jeux de construction. Au contraire, ils progressent. On peut commencer avec une première boîte à 30 francs et terminer, avec l'aide des parents, par un jeu complexe comme 7 roues ou un imposant lapin. Vedette incontestée pour les petites filles, la poupée Barbie. Cette année, le modèle favori est la maîtresse d'école et ses 2 élèves, coût 180 francs. Une activité peu onéreuse, les colliers de perles. Chacune coûte 50 centimes à 1 franc. Les garçons aussi s'y intéressent. En fait, les jeux qui plaisent ne sont pas toujours ceux que l'on croit. C'est les Scrabble, l'éternel Scrabble, c'est le Monopoly, c'est tous ces jeux-là maintenant qui reprennent le dessus. Le tout électronique est un peu terminé. Admiratif, cet enfant, comme le sont sans doute ses parents devant le Bounty. Le montage de ces maquettes de navires demande des centaines d'heures de travail, de quoi occuper les soirées d'hiver de toute la famille. En ce début d'hiver, l'association DAL, Droit au logement, a repris ses actions spectaculaires. Cet après-midi, environ 200 personnes ont envahi un immeuble du boulevard Soult, dans le 12e arrondissement de la capitale, pour y installer plusieurs familles. Reportage Valérie Hermite, Jean-François Becquet. Une opération coup de poing comme le DAL, le droit au logement sait les faire depuis 1990. Rendez-vous à Châtelet pour un petit voyage dans le métro, pour une destination inconnue de la majorité des militants.
manifestation, veuillez descendre du train. Merci. Ce sera finalement le 11 boulevard Soult, dans le 12e arrondissement de Paris. Mais je pense que d'ici 3/4 d'heure, 1 heure, nous aurons le nom définitif du propriétaire. Selon eux, le propriétaire serait le groupe d'assurance AXA, un immeuble presque vide de 6 étages qu'à l'approche de l'hiver, le DAL a décidé d'investir pour 17 familles sans logement ou mal logées. Et comme pour l'occupation de l'immeuble de la rue du Dragon, leurs militants monteront la garde jour et nuit tant que ces familles ne seront pas relogées. Une opération menée pour l'instant sous l'œil discret des forces de police. En Corse, le trafic maritime entre l'île et le continent est stoppé pour ce qui concerne les passagers. Les patrons pêcheurs corses protestent contre la décision de l'Assemblée nationale d'instaurer une zone franche dans laquelle ils ne sont pas inclus. Seuls les salariés pêcheurs sont concernés. Il s'agit essentiellement dans cette zone franche d'avantages fiscaux. Demain à Montpellier s'ouvre le procès des 3 meurtriers de Jacques Roseau, abattus dans cette ville en 1993, au mois de mars. Jacques Roseau était le porte-parole du Recours, une organisation de défense des rapatriés d'Algérie. Ces assassins faisaient partie d'une organisation extrémiste et rivale qui l'accusait d'être partisan de Jacques Chirac et donc du gaullisme qui avait accordé l'indépendance à l'Algérie. C'est dire que toutes les plaies de la guerre d'Algérie ne sont pas refermées 35 ans après, même si les 1,5 million de pieds noirs, comme on les appelle familièrement, sont aujourd'hui pour l'immense majorité d'entre eux parfaitement intégrés. C'est une communauté qui vit encore, malgré tout, avec ses traditions, sa joie de vivre, mais aussi sa nostalgie, en grande partie dans le sud de la France. Christophe Tortora, Frédéric Delarue. Allez, envoyez le couscous! À Montpellier, pratiquement un dimanche par mois, la communauté pied-noir a l'occasion de se réunir. Cette semaine, le couscous est organisé par l'amicale de Sidi Bel Abbès. C'est une grande famille, hein? Les anciens d'Alger, d'Oran ou de Constantine sont évidemment les bienvenus. 35 ans après avoir quitté l'Algérie, la nostalgie est encore très présente. On est entre nous, entre pieds noirs, et c'est formidable. On a l'ambiance, on retrouve l'ambiance qu'on avait chez nous. De l'ambiance, il y en a ces après-midi-là. Certains des 300 convives viennent de tout le midi de la France pour passer cette journée en famille, comme ils le disent. On a besoin de retrouver ses racines, sa façon de parler, de vivre, la joie, la gaieté, quoi. On retrouve des amis, on retrouve un peu notre chaleur pied noir et l'atmosphère un petit peu de chez nous. L'atmosphère du pays manque terriblement à Yvan Monticelli et à Gérard Pichetto, 2 agriculteurs. L'un était de Misserguine, l'autre de Médéa. En 1962, ils se sont réinstallés dans le Gard. Yvan Monticelli donnerait tout ce qu'il a pour revoir sa terre natale. Mon grand-père est né là-bas, mon père est né là-bas, moi je suis né là-bas, mes enfants sont nés là-bas, dans la même maison pratiquement, dans le même village. Et je ne peux pas retourner le voir, ça. Amener mes petits-enfants qui eux sont nés ici, leur dire voilà, papy est né là, tout ça, etc. Parce qu'ils sont passionnés par ça, ils me posent des questions. Ils me font pleurer, parce que je ne peux pas répondre à leurs questions, leur dire ben oui, je ne peux pas les amener. 35 ans après, Gérard Pichetto n'a pas fini de rembourser les emprunts qu'il avait contractés au moment de sa réinstallation. Comme pour 1500 autres dossiers, son indemnisation n'est pas encore réglée. On réclame d'avoir un effacement de cet endettement. Parce qu'on était, disons, spoliés en Algérie, le gouvernement algérien n'a rien payé, et qu'on ait une compensation, qu'on nous fasse un effacement, au moins de ces prêts. Gilbert Roseau a pris à Montpellier la suite de son cousin Jacques Roseau, l'ancien porte-parole du Recours, assassiné en mars 1993. Selon lui, les revendications financières sont maintenant passées au 2e plan. La plus grosse revendication, c'est de reconnaître au moins l'œuvre des pieds noirs en Algérie, en Tunisie et au Maroc. Et ça, ce n'est pas reconnu. La France a été complètement désinformée. Les pieds noirs ne sont pas les affreux colonialistes qui ont été décrits dans les années 62. Et ça c'est ce qui nous pèse peut-être le plus. Gilbert sera présent demain à l'ouverture du procès des assassins présumés de son cousin Jacques. 3 pieds noirs extrémistes qui n'ont pas réalisé qu'en 1993, la guerre d'Algérie était finie. L'actualité internationale, en Centrafrique, les chefs d'État africains sont arrivés aujourd'hui à instaurer une trêve de 15 jours entre les soldats mutinés et l'armée du gouvernement légal. L'armée française, quant à elle, poursuit à Bangui, la capitale, sa mission officielle de maintien de l'ordre et de protection des ressortissants étrangers. Dorothée Lyrique, Patrick Voix.
quelques militaires français patrouillent quotidiennement dans Bangui. Une présence visible mais discrète, les soldats français ne sont ici que pour participer au maintien de l'ordre. Le poste des soldats du 2e régiment d'infanterie de marine est situé à un carrefour stratégique. De l'autre côté des barbelés, un quartier aux mains des mutins, un face-à-face souvent tendu. Quelques kilomètres plus loin, le 8e RPIMA. Ces hommes sont là pour contenir une avancée éventuelle des mutins, ce qu'ils ont fait il y a 3 jours. Dans le cadre de leur mission en Centrafrique, les soldats français peuvent tirer, mais seulement en cas de légitime défense. À leur côté, les forces centrafricaines, loyalistes, entre eux une simple coopération. On attend. S'ils nous attaquent, on peut riposter. S'ils ne nous attaquent pas, on est là avec nos amis français qui sont à côté de nous. On maîtrise la situation. Dans l'armée, quand tu vas à la guerre, tu ne peux pas être inquiet. Tu as toujours le moral ou tu as l'espoir de gagner, de vaincre toujours. Le militaire ne peut pas être... ne peut pas avoir peur de l'ennemi. Si la présence des soldats français rassure la population, les mutins, eux, condamnent ce qu'ils appellent une ingérence étrangère. Au Zaïre, les rebelles Tutsis continuent leur campagne militaire. Ils ont aujourd'hui annoncé la prise de 2 villes dans l'est du pays. Le général canadien Baril a par ailleurs annoncé aujourd'hui également l'abandon d'une action militaire internationale et le maintien d'une opération d'aide humanitaire dans la région. À Belgrade, en Yougoslavie, 20e jour de défilé contre le président Milosevic, qui pour l'instant maintient l'annulation des élections municipales qui lui avaient été défavorables. Parmi les manifestants, vous l'avez aperçu aujourd'hui, l'ancien ministre socialiste de la Culture, M. Jacques Lang. Retour en France après plus de 36 heures d'émission. Le Téléthon 96 s'est terminé ce matin très tôt sur France 2. Et une fois encore, le record des promesses de dons a été battu. Patricia Chardelet. 388 millions 225 047 francs. Un chiffre impressionnant qui montre que la générosité des Français est intacte. L'échec récent du SIDAction et le scandale de l'Arc n'auront donc eu aucun effet. Au-delà des sommes recueillies, c'est une fois de plus l'importance de la mobilisation qui frappe. 4 millions de Français ont participé à ces 30 heures de défis, d'exploits, de spectacles. 9000 animations se sont déroulées dans tout le pays. 52 centres de promesses ont fonctionné jour et nuit pour recevoir vos dons ainsi que ceux des téléspectateurs francophones. Cet argent devrait contribuer à une percée prochaine dans les thérapies géniques, une recherche qui concerne tout le monde. L'effort que nous allons faire grâce à cet argent, c'est de contribuer de toutes nos forces, comme on l'a fait pour le génome, à la mise au point des techniques de thérapie génique. Nous en avons besoin pour nos maladies, mais tout le monde en a besoin, du cancer au sida, de la mucoviscidose à l'hémophilie. Tout le monde attend que ces techniques soient mises au point. 10 ans de vie pour le Téléthon, 10 ans de découvertes et de progrès médicaux. L'espoir ne sera pas déçu, car tous les scientifiques l'ont répété ce week-end, les progrès dans la connaissance de ces maladies sont immenses, à l'image de votre fidélité. Zedek, les Justes, c'est le titre d'un document diffusé ce soir sur France 2 et réalisé par l'écrivain Marek Alter, qui a rencontré dans toute l'Europe des héros anonymes qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont sauvé des milliers de Juifs de la déportation. Thierry, Michel Levasseur. Ces visages qui défilent devant mes yeux sont ceux d'hommes et de femmes qui, dans les pays occupés, ont sauvé des Juifs. Pourquoi l'ont-ils fait? Pourquoi les autres ne l'ont-ils pas fait? Cette question est omniprésente derrière chaque image de ce film qui permettra de moins désespérer de l'humanité. Pendant 2 ans, Marek Alter et sa femme sont partis à la recherche de ces gens simples et souvent modestes, français, américains, japonais, polonais, allemands, qui ont su vaincre leur peur pour sauver des Juifs pendant la dernière guerre. Elle habite Sarajevo, musulmane, elle a sauvé 2 familles. Plakate pišu, ko spašava Jevreje, već je ubijen. Pa ako nije još je bio na smrt osuđen.
se mismo que crele. Dok se ukazala prilika preko partizanske veze da ga prebacimo u Mostar. Prije toga žena i djeca. Vous n'avez pas peur? En Pologne, 800 000 enfants juifs ont été assassinés. Irena Silberg et son groupe en ont sauvé 2500. Aujourd'hui, elle n'a qu'un regret. Mam cały czas świadomość, że za mało zrobiłam. Że można było zrobić prawdopodobnie więcej i wyrzuty sumienia będą mi towarzyszyć do końca życia. Nous sommes capables du meilleur. La preuve, regardez, des gens simples, sont pas des héros, sont pas des gens moulins qui sont morts sous la torture, sont des gens comme nous. Ce sont comme nos voisins du palier. Or, ces voisins des paliers, à un moment donné, ils ont risqué leur vie pour sauver d'autres vies. À Berlin, capitale du Reich, des Allemands ont sauvé 1500 juifs sur les 5000 qui y résidaient. Mais 6 millions seront exterminés. Ce film pose la question, et vous, et nous, qu'aurions-nous fait? C'est donc ce soir sur France 2 après la série Urgence. Ce soir, dimanche 8 décembre, comme chaque année, les habitants de Lyon allument des bougies qu'ils posent sur leurs fenêtres. C'est la fête des Lumières, en hommage à la Vierge de Fourvière qui domine la ville. Une procession est également organisée dans les principales artères de Lyon. Des moines en colère maintenant, à Avrier, près d'Angers. Leur abbaye est située sur le passage, le futur passage d'un tronçon de l'autoroute A11 Nantes-Paris qui est à construire. Normalement, les voitures devraient frôler en quelque sorte l'enceinte de leur retraite, ce qui ne facilite pas, vous en conviendrez forcément, la méditation. C'est pour cette raison qu'ils ont choisi aujourd'hui de sortir de leur silence pour crier leur colère. Jérôme Laurent, Gabriel Camilla. Silence, c'est l'heure de l'office des vêpres. En apparence, rien ne pourrait distraire la vie monacale de ces dominicains installés dans une abbaye à Avrier. Et pourtant, depuis quelque temps, le profane s'est installé dans la communauté. Le profane qui a pris les traits d'une autoroute, une simple bande de bitume qui viendrait frôler les murs de la propriété religieuse. On est au bord de ce qui est prévu pour être l'autoroute là. C'est comme si vous étiez à 10 mètres de la bande d'arrêt d'urgence là. Parce que le poteau que les commissaires enquêteurs avaient mis était à 10 mètres ici. Et l'abbaye est loin? Là, ça doit faire 350 mètres là. Alors, avec quelques fidèles, le père Innocent-Marie est descendu dans la rue, dans les quartiers d'Avrier, qui pourraient être perturbés par le passage de l'autoroute. Pour le bien de tout ce quartier, puis également pour ce couvent où nous avons l'habitude d'aller, eh bien nous espérons, contre toute espérance, que ce projet n'aboutisse pas. J'ai fait toutes les manifestations depuis le début, des lettres envoyées au président de la République il y a déjà une dizaine d'années, toutes les manifestations possibles, j'y ai participé. Donc je continuerai jusqu'à la fin. Pour les moines, c'est leur première manif, une manif aux allures de procession en l'honneur, 8 décembre oblige, de l'Immaculée Conception. L'autoroute, c'est comme un serpent, c'est comme un démon. Et justement, la Sainte Vierge Marie a écrasé la tête du serpent, donc on voudrait bien qu'elle écrase l'autoroute. Aide-toi, le ciel t'aidera. Selon saint Matthieu, la foi soulève les montagnes, elle pourrait bientôt déplacer les autoroutes. On vit une époque formidable. Les olives se cueillent en décembre dans toute l'Italie actuellement. C'est donc la période de la cueillette pour la préparation de l'huile de table. Un travail qui se fait encore largement à la main, car il faut savoir que toute olive tombée par terre prend un goût acide et très rapidement. Rome, Alain Chalron. Les olives, ou plutôt leur jus, leur huile. Les Italiens ont avec elles le même rapport que les Français avec le vin. Des oliviers, on en trouve partout, ou presque. De la Sicile à la frontière française. Ici, en Ombrie, on va cueillir les olives avec amour, de préférence à la main, dans l'arbre, car si on les ramasse par terre, elles sont déjà acides, le mal suprême. Dans les 24 heures, elles vont se retrouver sous les meules du pressoir. Les roues de pierre vont les broyer avec leurs noyaux jusqu'à l'obtention d'une pâte qui sera étalée ainsi sur de grands disques superposés. Cet empilage de disques va être placé dans le pressoir à proprement parler, qui tout doucement, va laisser goutte par goutte le nectar sortir de la pâte. La centrifugeuse fera le reste, séparera l'eau de l'huile et on obtient ainsi la meilleure,
l'extra vierge. Première pression à froid, celle que consomment 60% des Italiens malgré un coût élevé de 30 à 50 francs la bouteille. Elle doit être faite à froid. Elle ne doit pas subir de réchauffement. Ainsi seulement nous obtenons une huile parfaite, mais aussi très chère. C'est presque maniaque, mais c'est de l'amour, c'est quelque chose qui est en nous. Cet amour, on le retrouve chez les industriels, comme celui-ci, le plus gros du marché, exportateur dans plus de 50 pays. Ici, on ne fabrique pas l'huile. On l'achète directement aux producteurs qui l'ont préparée dans les règles de l'art. Et l'on se contente de la mettre en bouteille après avoir effectué en laboratoire sur toutes ces huiles de provenance diverses un travail de palais. Nous sommes des artisans de l'huile vierge, nous sommes des goûteurs, des sélectionneurs. Chaque année, nous cherchons le meilleur. Et à partir de ce meilleur, nous arrivons à trouver le top. Nous essayons de conserver une qualité constante à notre produit. Ainsi arrive-t-on à ce nectar de grande qualité, que les Italiens aiment goûter pour ce qu'il est, sur un simple morceau de pain grillé. Le sport maintenant, finale de la Coupe du Grand Chelem de tennis à Munich en Allemagne. Boris Becker a battu en finale le Croate Ivan Isevic en 3-7 et remporte en 1h30 la coquette somme d'environ 8 millions de francs. Voilà, c'est gagné. Le Vendée Globe Challenge maintenant, la course à la voile autour du monde. La navigatrice française Isabelle Autissier, victime d'une avarie de gouvernail, a été obligée de faire escale au Cap en Afrique du Sud, dont elle est repartie la nuit dernière, pour la gloire, puisqu'officiellement elle est éliminée. Christelle Bertrand. Les safrans sont arrivés, on les déballe, merci, c'est pour consommer tout de suite. Au Cap, toute l'équipe d'Isabelle Autissier ne veut pas perdre une minute, alors même les mécaniciens du commandant Cousteau qui passaient par là sont venus à sa rescousse. Isabelle a décidé de changer les 2 safrans même si un seul était défectueux. C'est plus prudent, surtout par les temps qui courent sur l'océan. Avec escale et avec assistance, ça ne s'appelle donc plus le Vendée Globe, mais pour Autissier, ça reste un tour du monde. C'est vrai qu'il n'y a plus d'enjeu sportif, mais il y a un enjeu symbolique, il y a un enjeu de fidélité, il y a un enjeu de continuité dans une action et je crois que c'est important. Après 4 jours d'arrêt en Afrique du Sud, Isabelle largue une 2e fois les amarres. Elle quitte le Cap, droit devant pour essayer de recoller à la flotte. Mais ce qu'elle veut par-dessus tout, c'est à nouveau affronter les vents du globe. Cinéma en famille pour Noël, Alaska, l'air pur et les grands espaces garantis avec Charlton Heston dirigé par son fils dans ce film qui relate l'aventure de 2 enfants perdus dans le Grand Nord. Nicole Cornu-Langlois, Jean-Louis Molin. Papa n'aurait jamais pris ce chemin. Non, peut-être. Mais peut-être que Billy sait quelque chose qu'on ne sait pas. Il peut pas être par là. Non, cet ours est mon guide spirituel. Ces 2 enfants, accompagnés d'un ourson sauvé des pièges des trafiquants, sont à la recherche de leur père disparu avec son avion au sommet d'un pic inaccessible de l'Alaska, alors qu'il allait porter de l'aide à un village isolé. C'est à la fois un voyage initiatique vers la maturité et l'occasion de montrer combien il est nécessaire de protéger ces magnifiques contrées où le réalisateur Fraser Heston, fils de Charlton, a passé son adolescence. Ce serait bien si les spectateurs prenaient conscience de cela. Je pense surtout aux enfants. Ce sont eux qui vont hériter de cette nature. C'est notre monde maintenant, mais ce sera le leur bientôt, et il faut le préserver. Tout a été tourné en décor naturel, sans effets spéciaux. Tourner en extérieur, c'est comme atterrir dans des conditions difficiles. La réussite dépend de la préparation, de la logistique, du transport, de l'entraînement, de la solidarité, de la météo et de la chance. Sous la direction de son fils, Charlton joue le rôle du braconnier impitoyable. C'est la devise de Winston Churchill et celle du film, ne jamais abandonner.
C'est la leçon de courage de ces enfants qui finissent par retrouver leur père, mais au prix de 1000 péripéties. Voilà, dans quelques instants, la météo, Patrice Drevet, 20h50, votre série Urgence, 22h30, le dernier journal, Florence Dauchet. Demain, 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra M. Jean-Claude Gaudin, ministre de la Ville. 13h, Patrick Chêne. Quant à moi, je vous retrouverai demain soir à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.